Oui, allô? Oui, je suis en train de faire une capsule en ce moment. OK, super. Merci. Bye. Bye. Pascal, tu l'as trouvé ou pas? Ouais, Pascal, du coup, il est parti. Oh non! Bouteillon, on revient! Voilà, c'est bon, tu peux dire plein de bêtises. Je peux faire des hélicoptères avec mes doigts comme ça, là, en stéréo. Puis, mais regarde. Tu faisais toi-même les bruitages de tes trucs. Ah, j'en ai fait beaucoup. Regarde mes doigts, là. Fais la même chose. Frotte index et majeur, bas les et rapproche de tes oreilles beaucoup. Écoute, je faisais des cartoons, puis j'avais des cœurs qui éclataient à l'image, puis je cherchais un son pour le faire. Puis là, j'ai fait, je vais le faire. Puis ça marchait. Je me suis enregistré, puis je les ai mis, là. Oui, mais t'enregistres. Écoute! Mais oui! Mais le problème, c'est. enregistré, ça. Mais Sylvain, le problème, c'est si quelqu'un te voit faire ça. Essayez, les amis. Je sens l'hélico s'approcher, là. Mais à vous, c'est pareil. Moi, Mais- j'arrive pas très bien à le faire. Tes doigts vont passer vite. Faut juste qu'ils aillent vraiment vite. Tu sais faire quoi d'autre comme bruitage? Tu le fais super. Ah, regarde ça, là. C'est quoi ça? Ouais, C'est ça va trop, pas. ça. Tes cheveux. Non, mais remets un peu tes cheveux comme il faut, Sylvain. Mais je sais pas quoi faire. Il y a T'as rien pas un qui vient. serre-tête? Non, j'ai pas de ça. Sinon, tu mets des sixtus. Alors, on attaque, vu que tu es en vacances et de bonne humeur. Ah oui. Bonjour les amis, bienvenue dans le chapitre 1 de la déprogrammation. Salut Sylvain. Allô, Emma. Bon, il faut quand même que je vous précise si on a aujourd'hui un peu de bruit autour de Sylvain. Je vous avertis tout de suite les amis, Sylvain fait du dog sitting, il a 2 chiens avec lui. Un très gros que vous risquez de voir passer dans le plan derrière. Un petit bulldog qui ronfle. Mhm. Et puis ça pète aussi les bulldogs, il faut le dire. Oui, ça, je suis au courant. Et un lapin. Et un lapin, mais lui, il vient jamais dans cette section-ci de la maison, donc on va être correct. Donc voilà, ce sera une capsule peut-être animée ou pas, on ne sait pas. En tout cas, ne vous étonnez pas, il ne se fait pas attaquer par un ours. C'est vrai qu'il y a un gros modèle dans la maison qui se balade. Moi, j'adore les animaux, donc je suis ravie. Oui. Et puis, j'ai aussi un chien qui jappe, comme tu dis. Nous, on dit aboyer. Tu dis jappe. Ben, on dit aboyer aussi, là, mais on aime mieux dire japper. Voilà, surtout que tu le fais très bien. Oui. Voilà, en tout cas, les amis, c'est une nouvelle aventure qui commence avec la déprogrammation. On a déjà fait une vidéo sur le prologue la semaine passée. Vous pouvez la retrouver sur YouTube ou sur emmacruzy.com ou sur Facebook. Sylvain la relaie aussi. En tout cas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette vidéo sur emmacruzy.com puisque maintenant c'est nouveau. Vous pouvez télécharger les vidéos et aussi, Sylvain, toi tu le sais, il y a la version podcast maintenant qui existe et aussi pour tous les guerres et mensonges que nous avons fait. La version main libre pour les personnes qui sont en voiture, s'il y en a encore qui sortent de chez elles. Oui, au grand bienfait de la pérennité de la vérité en plus. Exactement. Alors, je représente encore, parce que ça a été quand même l'événement de la fin de l'année passée, Guerre et mensonges. Ouais. Ce livre incroyable qu'on a. Alors, on a fait combien 17 capsules sur Guerre et mensonges. On avait commencé en juillet 2020. Sylvain et moi, nous nous sommes rencontrés donc évidemment par médias interposés, puisque tu es au Québec et je suis en Suisse à Genève. Un Et peu. c'est une vraie story qu'on a faite avec Guerre et mensonges. Ça, c'est ton livre que tu as écrit, donc qui est sorti l'année passée. Écoute, il s'en est passé tellement de choses depuis. Ça s'est comme toujours multiplié, ça a grossi. Puis c'est tellement le fun. On a fini 2020 avec ça, puis on commence 2021 avec l'autre. Donc, c'est tellement parfait, là. Ouais. Et alors, la déprogrammation, donc Sylvain a écrit ce livre en 2015. Il est déjà paru une première fois en 2016 et il ressort là au mois de février. On devrait être prêt, Sylvain, normalement. En tout cas, on est en train de chauffer les fours pour les impressions. Comme vous l'avez compris, les amis, ça sera le même format que Guerre et mensonges, puisque c'est une trilogie qui s'annonce. Il y aura un 3e livre, mais ça, c'est secret encore, on n'en parle pas. On a déjà assez de choses à raconter là avec tout ce qui se passe. Ouais. Donc,
pour résumer, les personnes qui arrivent comme ça en route avec nous, hein, qui nous découvrent, eh bien, on a parlé donc de Guerre et mensonges pendant 17 épisodes, donc la fabrique de l'histoire, tu nous as expliqué les banquiers privés, à quoi servent les guerres, Mhm. comment ils s'enrichissent, enfin bref, tout le tralala, on ne va pas revenir là-dessus. Et Mhm. puis là, avec des programmations, Sylvain va nous parler de comment, en fait, on n'a pas remis en question tous les dogmes de notre vie. Tu vas nous parler de politique, tu vas nous parler de médias, de manipulation, fabrique du consentement. On va parler d'Edward Bernays, de Noam Chomsky, on va parler de plein de personnes, de Mhm. commission trilatérale, Bilderberg. Enfin bref, tu vas nous faire Ouais. un menu de dingue. Et puis donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, même si elles sont elles sont moins en moins, mais quand même, hein, Oui, c'est ça. c'est quand même, hyper prolifique. Tu as écrit je ne sais pas combien d'articles, tu es journaliste, Mhm. réalisé, monté, des centaines de documentaires pour la télévision et tu as aussi du coup travaillé, pour et dans des mainstream. Donc c'est vrai que là, on est en plein dans ton champ de compétences, hein, la fabrique de Ouais. l'info, Ouais. c'est le Ouais. thème. Ben oui, Est-ce que c'est juste tout ce que j'ai raconté? Je pense que oui, hein. Je pense que tu as fait le tour, là. Ben, ouais, effectivement, en fait, je baigne dans les médias depuis toujours. Tu sais, j'ai étudié cinéma communication, donc j'ai été, alors que j'étais encore aux études en communication, j'ai commencé à travailler comme journaliste pour des magazines ici à Montréal. Puis ensuite, j'ai travaillé pour la télévision où j'ai fait beaucoup, beaucoup de documentaires. Mais je suis revenu aussi au journalisme après parce que j'en avais envie, en fait. Donc, j'ai travaillé pour une couple de journaux par écrit. J'ai fait du vidéojournalisme aussi. Puis, j'ai travaillé pour Arte France aussi pendant presque 6 mois. Donc, ça m'a permis de comprendre encore plus profondément toute la game médiatique là, qui se joue, puis qui manipule l'information, comment, pourquoi et tout ça. Et évidemment, tout ça, le retour au journaliste, ça s'est fait vraiment à l'époque où j'étais un peu fatigué de la télévision et j'avais fermé ma télévision et je m'étais réveillé. Donc, ça m'a permis vraiment de comprendre vraiment comment on contrôle tout ça. Et, tu sais, dans le fond, pour moi, là, quand j'ai eu l'éveil pour la déprogrammation, une des un des premiers questionnements, c'était pourquoi les médias nous mentent à ce point-là? Et ça, c'est vraiment important de le comprendre pourquoi. Je pense que tout se résume, dans le fond, c'est comme ça que j'ai ouvert la déprogrammation aussi, c'est que tout se résume par la nécessité de contrôler les masses. Et parce que, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis toujours. On a toujours eu des chefs de village, après ça, des empereurs romains. Et c'est toujours la même game de comment une poignée de personnes qui sont riches, généralement, vont réussir à contrôler une masse de gens qui sont pauvres, généralement. Évidemment, l'obéissance comme ça, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est acquis. Donc, d'obéir, parce que, je veux dire, il n'y a rien qui nous dit à notre naissance que tu vas devoir obéir à un chef qui soit politique, à un chef de village et tout ça. Et donc, depuis très, très, très longtemps, l'homme cherche toujours à manipuler l'opinion publique pour pouvoir arriver à ses fins. Moi, il y a plein de choses que j'ai déduit par logique parce qu'il n'y a évidemment pas de documentation. Moi, je vais commencer quand même par dire que j'ai quand même une conviction assez forte d'athéisme. Et donc, c'est que pour moi, l'idée de Dieu, déjà de croire en quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas concret, ça m'est déjà un peu difficile parce que je suis quelqu'un qui est très, très terre à terre et cartésien et logique. Donc, pour moi, l'existence d'un Dieu qui serait en quelque part, on ne sait pas trop où, et qui aurait créé tout ce qui s'est créé, et alors qu'on comprend quand même assez bien l'évolution aujourd'hui, l'évolution des espèces. C'est pas quelque chose qui, pour moi, allait avec mon idéologie générale de la vie. Mais je me suis posé des questions justement sur quel rôle, pourquoi on aurait créé un Dieu?
à ce moment-là. Pourquoi? Et particulièrement les religions. Bien, si on regarde là, dans un but de contrôler la masse, donc au début, bien, ça devient très, très, très pratique d'avoir un Dieu et d'avoir une religion. Parce qu'évidemment, si moi, je suis un chef de village ou de communauté ou de civilisation quelconque, je dis, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Et là, évidemment, la masse va dire, ben, t'es qui, toi? Du con, là, on va faire ce qu'on veut, tu sais. Mais si, à côté de cette personne-là, on a un curé, un chaman, un abbé, un rabbin pour dire à la masse, Dieu ne veut pas que vous fassiez ci, Dieu ne veut pas que vous fassiez ça, et Dieu voit tout ce que vous faites, et Dieu sait ce que vous pensez, et donc, on comprend assez rapidement que l'idée d'avoir un Dieu est vraiment pratique pour les autorités. Et l'idée de créer des religions avec des dogmes différents, en plus, au-delà de contrôler la masse, c'est aussi ça permet de diviser les masses. Donc, en multipliant les religions, on crée des idéologies différentes qui parfois sont presque factices. C'est presque je veux dire, si tu regardes l'histoire de Mahomet et de Jésus, on est proche. Là. Mais en faisant d'un côté l'islam puis d'un côté le christianisme, ben, on divise les idéologies, on divise le peuple, donc qui n'est pas uni. Et un peuple désuni n'est beaucoup moins fort qu'un peuple uni quand vient le temps justement de questionner les autorités. Donc, pour moi, Dieu et la religion, ça a été les premiers instruments de contrôle de masse. Évidemment, je n'ai rien pour le prouver. C'est par déduction, mais je vois très, très bien en quoi ça aurait pu servir. À part ça, je fais juste une petite parenthèse, Sylvain. Ouais. On pourrait effectivement, en tout cas sur ma chaîne, c'est vraiment un thème qui m'a beaucoup intéressée. D'ailleurs, j'ai hésité à étudier vraiment la théologie parce que ça m'a beaucoup passionnée. Comme tu sais, j'ai chanté aussi à l'église pendant des années, des années. Et tu vois, il y a effectivement, je pense, un certain nombre d'écrits qui vont dans le sens que tu évoques par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut prendre le dessus. Donc, bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. En tout cas, Déprogrammation s'adresse vraiment aux personnes qui veulent remettre en question tous leurs dogmes, en fait, toutes leurs certitudes. Et en ce qui me concerne, moi, je me souviens avec Sylvain en off, on discute beaucoup parce qu'on est un peu des pipelettes comme des filles. Tu es un peu ma copine, Sylvain, tu sais. Moi, j'ai une très, très grande spiritualité et pourtant, pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion. Tu vois, je mets mes mots, c'est avec moi-même. Je n'ai pas de critères extérieurs, ni devoir répondre à un certain nombre de checklists pour être quelqu'un de bien ou pas. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ont une spiritualité, peu importe en quoi vous croyez ou peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est vrai que je précise ça, Sylvain, pour les personnes qui découvrent ton propos. Moi, c'est vrai que je te connais. L'idée, c'est d'être libre, no matter what. Peu importe, d'être libre. C'est de réfléchir, à tout. Tu sais, puis pour en terminer justement avec cette partie-là qui est d'entrée très, très forte, puis j'ai choisi de le faire de cette façon-là, c'est que, au fond, si on regarde après ce que George Orwell a fait avec 1984, c'est quand même intéressant parce que, dans le fond, il a créé un personnage qui est Big Brother. Mais Big Brother, si on y pense comme il faut, c'est pas loin d'être Dieu, mais via le média, via la télévision. Parce que Big Brother sait ce que vous pensez et Big Brother sait ce que vous faites, peu importe où vous êtes et à quoi vous pensez. Donc, dans le fond, moi, j'ai l'impression que sans même l'exprimer, George Orwell, dans le fond, faisait tout de suite l'analogie entre le média pour contrôler la masse et la religion pour contrôler la masse. Donc, en tout cas, moi, c'est mon interprétation de toute cette partie-là. Ce qui est certain, c'est qu'il a toujours fallu créer des instruments pour contrôler l'opinion publique et contrôler les gens. Et donc, aujourd'hui, si on regarde un peu comment c'est organisé nos sociétés en ce moment, ben tout passe par le gouvernement.
Et en ce moment, on nous fait croire plein de trucs sur le gouvernement, comme quoi on vit dans des démocraties, voter est le devoir de tout citoyen, le gouvernement, c'est vous. Mais c'est de la foutaise, là, mais complètement. Là, parce que, premièrement, je pense qu'il faut comprendre très bien que le système électoral n'a absolument rien de démocratique de la façon que c'est organisé. Dans le fond, c'est Noam Chomsky, justement, qui est quand même un grand penseur sur certaines questions, et particulièrement la question des médias et de la politique. Mais il avait relevé une analogie qui était quand même vraiment intéressante entre Aristote et James Madison, parce que, dans le fond, la Grèce a voulu instaurer une première démocratie il y a très, très longtemps, dans la Grèce antique, et Aristote, qui est un des philosophes penseurs derrière la chose, s'est dit, comment nous, notre petit groupe d'élite, va réussir à contrôler une masse de pauvres et de les faire voter démocratiquement, donc, pour des lois qui vont nous favoriser, nous les riches. Et donc, la solution d'Aristote, ça avait été de se dire, il va falloir adoucir les couches sociales. Il va falloir trouver un système économique qui fait que les riches sont un peu moins riches, les pauvres un peu moins pauvres, ce qui fait que la masse va voter des lois qui vont favoriser l'ensemble de la société ou la majorité de la société. Et donc, il y a eu très peu de démocratie jusqu'à la Révolution américaine, donc presque 2 siècles, ben, pas presque, c'est 2 millénaires plus tard, presque. Et donc, James Madison, après la Révolution américaine, c'était un des pères fondateurs de la Constitution américaine. Et quand est venu le temps d'établir un système d'une démocratie aux États-Unis, ben, il s'est posé la même question qu'Aristote. Et la même question, c'est-à-dire comment on va faire voter par une masse de pauvres des lois qui vont favoriser, nous, notre petite élite. Mais lui, au lieu de se dire on va effacer les couches sociales, ils se sont dit on va établir un système électoral qui va limiter le choix des gens. Donc, et c'est là qu'est né le système bipartite, en fait, c'est-à-dire que le système de deux partis électorales. Et chaque parti électoral, dans le fond, a des idéologies légèrement différentes, mais sur des trucs qui n'ont aucune importance. Et là, les gens ont l'impression que leur vote change quelque chose de fondamental. Là, mais en réalité, on parle très réellement de deux têtes du même monstre. Donc, peu importe que tu votes démocrate ou républicain aux États-Unis, c'est le même monstre. Et on peut le voir aujourd'hui avec ce qui s'est passé justement avec les élections américaines cette année. Démocrates et républicains au niveau du Congrès s'entendaient quand même pas mal bien sur ce qu'ils voulaient faire. Et Sylvain, donc, oui. Sylvain, je peux lire un passage du livre? Ah oui, oui, lâche-toi. Tellement ça, je te jure, j'ai tellement ri. Mais alors, parce qu'en plus, les amis, il faut quand même qu'on vous dise une chose. Enfin, moi, je le dis. Il est super drôle, ce livre. Tu sais, c'est un antidépresseur, hein. Oui. Vraiment, parce qu'en plus, déjà, se déprogrammer, c'est exceptionnel. Bon, si vous regardez nos vidéos, c'est que vous êtes déjà dans cette mouvance. Ou que c'est déjà enclenché, peu importe le degré. Mais en plus, quand on rigole, et on sent que tu es énervé en même temps, mais il y a beaucoup d'ironie. Tandis qu'on s'insurge tout doucement pour réclamer des passages piétonniers, 2 jours de vacances supplémentaires, des augmentations de salaire de 1% sur 10 ans et pour défendre les droits des lions et des baleines, les gouvernements s'organisent pour que nous travaillions tout le temps. Ils volent notre argent durement gagné, le redistribuent dans les poches de ses amis corporatifs et nous ordonnent de la boucler. Docilement, on l'écoute, muet comme un cochon de lait avec une pomme dans la bouche, tandis que les dirigeants festoient sans honte. Voilà, Oui, puis, c'était résumé par Sylvain. oui, ben non, mais c'est effectivement ça. C'est effectivement ça. Les gens votent pour un parti, pour l'autre, ça ne change rien. Puis, tu sais, si on regarde l'ensemble des pays occidentaux, c'est le même système bipartite, grosso modo. On va avoir des tiers partis, mais qui n'ont aucune importance, qui sont négligés par les médias et qui, généralement, de toute façon, sont manipulés pour polariser certains pans de la société pour être certain qu'il n'y ait aucune importance dans le vote final. Donc, D'ailleurs, le temps dans les médias, alors je ne sais pas chez vous, il me semble qu'il est au prorata de la taille du parti. Le temps de parole dans les médias. Oui, oui. Bien,
Puis c'est ça. Et depuis combien de temps est-ce que les mêmes partis s'échangent le pouvoir? C'est toujours la même chose. Ça recommence, ça recommence. On a l'impression que ça va changer. Le réel système dans lequel on vit n'est pas une démocratie, mais une plutocratie. Ça, c'est important de le comprendre. C'est quoi une plutocratie? Dans le fond, c'est une société qui est dirigée par une poignée de riches, grosso modo, qui dirige toute l'économie et qui contrôle toute l'économie du pays. Et dans le fond, le rôle du gouvernement, c'est de préserver cette plutocratie-là. Puis, évidemment, à partir du moment où le gouvernement est en place, ben, il y a plusieurs outils, mais ce qu'il faut instaurer dès l'enfance, c'est l'obéissance. Et on en revient à ça, c'est qu'il faut toujours obéir, obéir, obéir. Puis c'est ce que l'école nous montre en premier. Donc, j'avais déjà parlé, mais lever sa main pour aller faire pipi, qui est quelque chose de zéro naturel, parce que quand j'ai envie de faire pipi, je veux aller faire pipi et j'ai pas à demander de la permission à personne. Mais à l'école, on t'apprend que même si tu as juste envie de faire pipi, il va falloir que tu demandes la permission, mon ami. Puis, et donc, on apprend aux gens à obéir, à obéir, à obéir. C'est toujours comme ça. Et c'est d'abord avec l'éducation, mais après ça, les médias vont continuer à renforcer cette chose-là où tu dois obéir. Et on voit aujourd'hui jusqu'où ça va, parce que les gens obéissent à toutes les consignes sanitaires, peu importe que ça soit ce qu'il y a de plus détraqué et absurde au niveau logique de la chose, mais les gens continuent d'obéir parce qu'ils ont été habitués à faire ça, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vivent dans une démocratie. Sylvain, tu parles aussi, avant de revenir à la politique, parce que le titre du chapitre 1 s'appelle « La programmation », justement. Alors, tu nous expliques dans ton livre quels sont les critères pour savoir qu'on est bien programmé. Donc, tu nous dis, voilà, en fait, plus vous avez de certitude, plus vous êtes programmé. Et tu parles de l'école. Alors là, comme tu viens d'expliquer brièvement sur le fait d'obéir, aussi, tu nous parles aussi d'assommer les enfants à coups de Ritaline et puis les devoirs. Parle-nous un peu plus de ces points de vue-là. Ben, je pense que tout ça en fait partie aussi. C'est que, évidemment, dans le fond, quand les gens sont apathiques, les gens ont moins tendance à vouloir se rebeller, ont moins tendance à vouloir réfléchir. Donc, tout le système d'éducation est basé sur en fait, on essaie de retirer la créativité pratiquement de nos écoles aussi, parce que même plus jeune, on peut voir la différence entre plus jeune et aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup moins de cours d'art, c'est moins mis de l'avant. Puis même aujourd'hui, de toute façon, les sociétés dans lesquelles on vit essaient de tuer les arts carrément. Donc, parce que les gens créatifs sont des gens qui réfléchissent et sont des gens qui ont tendance à se poser trop de questions et trouver trop de réponses pour le gouvernement. Et donc, c'est important pour eux maintenant de tuer toute forme de créativité. La médication, je pense, dans les écoles, aide beaucoup à ça. Parce que, encore là, pareil comme les adultes, la maladie du siècle, on dit, c'est l'anxiété parce qu'il y a tellement d'adultes qui sont anxieux et donc qui se retrouvent sur tous les antidépresseurs et tout ça. Mais ce que ça fait, les antidépresseurs aussi, c'est que ça te met sur une humeur égale, ça te met, tu sais, mais tout ce qui peut être pétillant de créativité à l'intérieur de ta tête est comme écrasé et c'est la même chose pour les enfants avec le Ritalin. Tu sais, ça fait pour moi partie justement des instruments de contrôle. C'est que les devoirs, c'est vrai que ça, c'est une des premières choses qu'on ne remet pas en question, justement. Tu vois, dans la capsule précédente, on a parlé de l'école de ma fille. Et puis, en fait, elle n'a pas de devoirs. C'est une école avec un système Montessori, il n'y a pas de devoirs. Et quand tu dis ça aux gens qui ne connaissent pas cette pédagogie, la première réaction, c'est « Quoi ? » C'est forcément lazy, tu vois, c'est forcément débridé ce truc, c'est pour les fous. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de coercition. Mais chez vous, au Québec aussi, j'imagine qu'il y a des devoirs dans toutes les écoles.
Oui, 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 puis ça, en plus, les devoirs, c'est une autre chose. C'est que, tu sais, même quand tu as fini l'école, ben, tu dois continuer à obéir à la maison. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est que le contrôle continue, il continue à régir ta vie dans la soirée parce que non seulement la vie des enfants, mais les parents qui doivent aider pour les devoirs, c'est la même chose. Tu sais, on enseigne encore à obéir les gens à la maison, à obéir à ce qu'on te dit de faire. Et oui, vous devez faire les devoirs à la maison, alors que l'école prend déjà beaucoup trop de place dans la vie des enfants. Et moi, puis en plus, tu sais, on est rendu avec la maternelle à 4 ans, là, ici, là, en ce moment. Mais ça n'a aucun sens, là. Ça n'a aucun sens d'asseoir des enfants à partir de 4 ans dans des classes et faites ci, faites ça. Et évidemment, plus ils prennent jeunes, plus les gens vont être dociles et obéissants. Mais à cet âge-là, ça n'a aucun sens. Puis de toute façon, pour moi, l'école, même les premières années, ça devrait simplement t'apprendre presque à compter, à écrire, à lire, puis on passera à autre chose plus tard un peu, là. Tu sais, apprenons tout ça comme il faut, là, dès le début. Puis arrêtons d'inculquer là, toutes ces matières complètement inutiles qu'on essaie de bourrer le crâne dès la plus tendre enfance. Puis développons la créativité, tu sais. Et justement, les écoles Montessori, mais dans le fond, toutes les écoles alternatives ont justement des programmes qui sont intéressants pour ça. C'est certain que les médias vont essayer de les ridiculiser la plupart du temps, de les marginaliser. Ça, c'est la même chose, c'est qu'on veut justement pas avoir des générations d'enfants qui vont être désobéissants ou qui vont réfléchir d'eux-mêmes. Mais sauf que c'est l'avantage. Ce qui est aussi encourageant, je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font l'école à la maison. Évidemment, ça a été forcé par la fausse pandémie parce qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas envie de masquer leurs enfants pour les envoyer à l'école et tout. Mais c'était quand même une tendance qui était déjà amorcée parce que, évidemment, là, on peut enseigner les vraies choses, les choses importantes aux enfants, nos valeurs, parce que les valeurs qu'on doit inculquer à un enfant, pour moi, ce n'est pas les valeurs de l'école, ni de l'État, ni de l'UNESCO, ni de rien de tout ça, là. C'est les valeurs des parents, premièrement. C'est les parents qui doivent faire l'éducation de leurs parents, de leurs enfants, et ça devrait être encouragé. Là, on vit dans un système où c'est découragé en plus, parce que tu sais, avant, une famille, si on parle des années 60, même 70 encore, ben, les familles pouvaient vivre sur un seul salaire. Une personne travaillait, puis à ce moment-là, puis c'était souvent la femme qui restait à la maison, mais tu sais, ça pourrait être inversé. Mais la réalité, c'est que maintenant, on est dans un système où les deux doivent travailler, sinon on n'arrive plus. Donc, plus les parents sont occupés, moins ils vont être capables de s'occuper de leurs enfants et c'est les États qui les prennent à charge. J'ai une petite question, vu que tu soulèves ça, parce que ça, tu vois, Ouais. ça me fait me poser une question. Donc moi, je suis Mhm. ravie, entre parenthèses, qu'on soit dans la dépro parce que ça, c'est tout mon univers, hein. Si vous saviez, les amis, moi, je suis comme une enfant là, parce que ça fait Ouais. 15 ans moi, que je me pose des questions, que je remets en question. Je me sentais un peu seule, tu vois, Sylvain. Oui, Maintenant, je c'est me sens ça. Mais là, ravie. t'es plus seul. Mais Oui. vu que tu parles de ça, tu vois, tu nous dis, oui, effectivement, dans les années 60-70, un salaire suffisait, allez, grosso modo, à entretenir 2 parents, 2 enfants, le truc classique. Ouais. Mais ma question est-ce que selon toi, la vie a vraiment augmenté, le coût de la vie, donc ce qui fait que les parents doivent gagner de salaire? Mm. Ou est-ce que c'est notre train de vie Mm. qui a complètement augmenté et qui fait que en fait, on devient toujours de plus en plus dépendant du matériel? Parce que, tu vois, qui aujourd'hui n'a pas un téléphone, un écran plat, un Ouais. iPad, un ordinateur portable, ne part pas Ouais. en vacances, prend l'avion. Tu vois, moi, j'ai eu des parents qui ont vu la mer, donc l'océan ou la mer Méditerranée pour la première fois, ils avaient plus de 20 ans. Ouais. Mais C'était un luxe de partir en vacances. Alors, qu'est-ce qui a changé vraiment, réellement? ben, en fait, c'est un ensemble de choses. La question est vaste, mais on peut rentrer dedans. En fait, c'est que ça a été calculé, tout ça.
ça a été calculé et parce que si on regarde, bon, entre autres, premièrement, le taux d'imposition sur les salaires. Ben, à partir du moment où l'imposition sur les salaires a commencé à être instaurée au début du 20e siècle pour la plupart des pays, 1913, 1914, mais avec la Première Guerre mondiale souvent, ben, au début, on imposait à 1% le salaire. C'était ridicule, à 1 à 2%. Quelle joie! Oui, c'est ça. Mais ça n'a cessé d'augmenter jusqu'à des taux de 27 et 30% aujourd'hui. Donc, en partant, l'argent que tu gagnes, on t'en enlève de plus en plus, là, et ça n'a jamais vraiment arrêté. Ce qui est arrivé aussi, qui est vraiment important, c'est en 1971, quand on a laissé tomber les talons or. Ça a tout changé pour les économies, OK, au complet. Et on peut voir que à partir de ce moment-là, dans le fond, les banques privées ont pu commencer à faire des prêts basés sur du vent au lieu d'une réelle richesse. Donc, avec le premier accord de Bâle, ben, on avait simplement besoin. Oui, j'en parle là-dedans, mais on en parle aussi un peu dans des programmations, mais un peu plus loin, on fait un saut. Mais ça vient expliquer ton truc aussi, c'est que, dans le fond, on avait simplement besoin d'allonger 8% du pognon pour créer 92% d'argent factice, mais que les gens devaient repayer. Ce que ça a fait, c'est que les pays ont commencé à emprunter incroyablement à ces banques-là. Ça a augmenté les dettes nationales à partir de 72, 73. Si on regarde là, tous les graphiques, on voit toutes les dettes nationales partir comme ça, là. Et tout ça fait que les gens doivent payer de plus en plus à travers leurs impôts, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, il y a eu le mouvement de libération de la femme qui était très peu après, là. On parle des années 70, donc 76, 77. Puis moi, je pense que c'était encore là planifié, cette affaire-là. Parce que si on regarde là, le premier mouvement de libération de la femme qui était dans les années 20 où on réclamait le droit de vote et tout ça, bien, les Rockefeller, à l'époque, qui étaient les banquiers, ont bien dit que c'est eux qui finançaient ces mouvements-là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se retrouver avec les femmes sur le marché du travail. Donc, ils voulaient commencer à faire travailler les femmes. Et quand est arrivé justement l'endettement des pays, puis l'imposition qui augmente dans les années 70, on s'est dit, au lieu d'avoir simplement des familles qui vont vivre sur un salaire comme c'était jusque-là, bien, les femmes vont aussi aller au travail, donc on va les libérer. Et ils vont aller sur le marché du travail et à ce moment-là, on va avoir 2 fois plus de gens à imposer. Donc, et tranquillement, dans le fond, quand tu contrôles l'économie, tu contrôles tout, l'inflation et tout, et le prix des biens et tout ça. Donc, ils ont pu arriver à un système tranquillement où ça prenait un couple avec 2 salaires pour arriver à faire vivre une famille. Ce qui fait qu'à ce moment-là, évidemment, quand tu occupes tout le monde, ben justement, tu les sépares de l'éducation de ta famille et tout ça, et les enfants reviennent à l'État. En fait, le soin d'élever des enfants reviennent à l'État. Et donc, c'est beaucoup plus facile de les enrégimenter et de les programmer exactement pour penser et faire ce qu'on veut. Puis si on le voit aujourd'hui, en plus, il y a même des États, il y a certaines constitutions et qui parlent que les enfants appartiennent à l'État et non pas aux parents. Donc, l'État peut retirer les enfants presque à volonté, avec presque pas de raison, et les enrégimenter. Et on voit même un clash en ce moment parce que les enfants sont tellement brainwashés à l'école, comme entre autres, mettons, pour le réchauffement climatique. Les enfants sont tellement brainwashés à l'époque en ce moment à l'école, que quand il y a une manifestation de Greta Thunberg, ben, ils sont capables de vider les écoles au complet. Tous les enfants vont marcher avec conviction, comme quoi le climat se réchauffe pour des raisons anthropiques, ce qui est absurde. Et les parents, à ce moment-là, qui comprennent, se retrouvent avec des enfants qui ne croient même pas à la même chose qu'eux. Parce que l'école les est brain. Oui, puis c'est dingue, puis c'est vrai en plus. Puis j'en ai eu des témoignages comme ça de parents découragés parce que leurs enfants sont convaincus que le climat se réchauffe, puis il n'y a rien à faire.
Ils croient plus leurs parents, ils croient ce qu'on leur a dit à l'école parce qu'on leur martèle ça à tous les jours. Puis évidemment, ben, les médias vont marteler la même chose à tous les jours. Ce qui fait que, dans le fond, à partir du moment où tu as un gouvernement factice dans une fausse démocratie qui est là pour préserver une plutocratie, mais qui contrôle évidemment l'éducation des jeunes, ben là, tu te retrouves avec une programmation intégrale de tout le monde, de toutes les générations, puis ça prend 2-3 générations, c'est foutu, là. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué après de déprogrammer les gens. Puis, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que plus les gens sont éduqués, plus ils sont difficiles à déprogrammer. Ça, c'est l'argument qu'on nous avance souvent. C'est comme, ah, c'est quelqu'un qui a fait des études, il a sa maîtrise en ci, son doctorat en ça, et en plus, il se tient totalement informé, il lit tout ce qui passe sur la pandémie, tout ça. Et c'est ces gens-là qui, après ça, vont convaincre les gens parce que la masse, parce qu'ils sont tellement éduqués, puis ils nous disent quoi croire, puis eux savent, tu sais. Mais en réalité, c'est que plus tu as étudié, plus tu es brainwashé par l'école. Puis plus tu te renseignes dans les médias, plus tu es brainwashé par les médias. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a vraiment de multiples doctorats et qui consulte les médias tous les jours, et c'est presque indécrottable, là, la déprogrammation. Il faut tellement gratter. Puis moi, je le sais parce que ça fait quand même 5 ans là, que je passe mon temps à m'obstiner avec tout le monde, puis à essayer de convaincre et à donner les arguments et tout. Plus les gens ont fait des études, plus c'est compliqué. Alors que les gens qui ont terminé leur secondaire, tout ça, et qui travaillent souvent, vont être beaucoup plus prompts à remettre en question ce qu'on leur dit. Donc, on voit aussi qu'il n'y a pas un lien très grand entre l'éducation et l'intelligence. Non, et surtout que finalement, le vrai rôle de l'éducation, d'ailleurs, c'était le cas il y a fort longtemps, c'était de développer l'esprit critique. Ouais. C'est-à-dire qu'un élève, d'ailleurs, Slobodan Despot, qui vient de temps en temps sur ma chaîne, que j'aime beaucoup, qui a été lui aussi dans une école, justement avec cette fameuse éducation, de dire, bah, si l'élève me remet en question moi en tant que prof, ou me contredit, ça veut dire que j'ai bien fait mon job. C'est-à-dire que j'ai développé son esprit critique. Maintenant, c'est devenu louche, hein. C'est devenu très louche. Oui, c'est ça. Ben, pour moi, je pense qu'à partir du moment où tu es ouvert, que tu as compris qu'on te ment, que tout ce qu'on te raconte n'est pas vrai, je pense que tout doit être remis en question maintenant. Il faut arrêter de prendre tout pour acquis. Toutes les choses qu'on essaie de nous inculquer, qu'on pense qui sont normales, comme l'obéissance à un gouvernement, l'obéissance à l'autorité, Dieu en quelque part, ou ma religion, ou la politique. Je pense qu'il faut se dire que ça n'a aucun sens. Tu sais. Si on ne se pose pas ces questions-là, jamais on va être capable de se sortir de ça. Et il n'y a rien qui est dans nos vies en ce moment, qui est instauré complètement dans nos vies, qui est naturel. C'est tout des acquis. C'est pas de l'inné. Tu sais. C'est pas intrinsèque à l'humain, l'obéissance. C'est inculqué. Et tu sais, ne serait-ce que si on regarde de quelle façon, en plus, on s'assure de l'obéissance. Bien, aujourd'hui, tantôt j'ai parlé de religion, aujourd'hui, pour moi, c'est les médias qui jouent ce rôle-là. Tu sais, c'est certain qu'à partir du moment où les gouvernements ont mis la main sur les médias, bien, à ce moment-là, on peut faire croire ce qu'on veut aux gens à travers les médias. Et souvent, on va contrôler les gens par la terreur à travers les médias. Et ça, la peur, c'est incroyable parce que tu peux faire obéir n'importe qui sur n'importe quoi si tu lui fais assez peur. Et c'est pour ça que souvent, les médias, en fait, il n'y aura jamais rien de positif ou à peu près. Là. Il y a des tueurs partout, le virus va nous tuer, il y a une menace de guerre nucléaire, il y a du terrorisme. Tu nous dis, les médias nous disent la vérité sur les chiens morts, mais pas sur la politique et l'économie. Enfin, en fait, en gros, tu dis que les faits divers, ça c'est bon, c'est sûr.
Oui. Il y a un arbre qui est tombé dans la rue du Oui. voisin, il y a un chien qui s'est fait écraser. Ça, Mhm. c'est OK, les amis. Tout le reste, Tout le reste est à remettre en question. Tu sais, en ce moment, on nous parle, entre autres, les tests PCR qui se font de manière anale en Chine. Là, ça vient de sortir partout là, et tout. Tu sais. Je suis certain que les Chinois en ont plein de couilles d'entendre entendre ces trucs-là. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que évidemment, là, ils veulent faire peur aux gens que bientôt le test anal s'en vient ici, alors que probablement c'est pas arrivé une seule fois en Chine encore. Mais c'est ça. On contrôle les gens par la peur tout le temps. Le terrorisme a été créé exactement pour ça. Tout le contexte de la guerre froide entre le communisme et le capitaliste démocratie, c'était toujours pour faire peur. Le nucléaire, combien de fois on nous a retapé les oreilles avec le danger de la menace nucléaire. Si on parle juste le Doomsday Clock, connais-tu le Doomsday Clock? non. C'est l'horloge de la fin du monde. Là. Il y a Ah, je ne sais pas comment on l'appelle en français, là, je l'ai toujours vu, le Doomsday Clock. Là. oui, Puis là, on vient de nous dire qu'elle est à 100 secondes avant minuit. oui, oui. Je ne Et, sais et pas comment on l'appelle ici, mais oui, je ouais, vois le principe. ouais, c'est ça, mais c'est juste une question de peur. Tu C'est sais, juste c'est bien, avoir peur. je suis encore plus déconnectée de tout ça que ce qu'on peut imaginer, hein. Et Ouais, d'ailleurs, je me suis remise à regarder un peu les médias en 2020, en mars 2020. ouais, Tu parles beaucoup de politique aussi dans ton livre parce que ouais, là, on est en train de parler du chapitre 1 où tu nous expliques comment on est programmé, ouais, l'école. C'est justement cette façon acquise que nous avons d'accepter l'autorité. En ouais, fait, surtout, tu nous dis d'accepter que quelqu'un ait de l'autorité sur nous. oui. Oui, ben en fait, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé drôle parce que j'y ai été confronté toute ma vie, même quand j'étais programmé. C'est que j'étais légèrement désobéissant et très réticent à obéir à l'autorité, mais ça, c'était vraiment un défaut intrinsèque qu'on pourrait dire, mais maintenant que je considère comme une qualité intrinsèque que j'avais. À l'époque, on me qualifiait de défaut, mais c'est ça, c'est que, tu sais, souvent, on va dire de quelqu'un, ah, lui, a un problème avec l'autorité. Ah, lui, elle a un problème avec l'autorité. C'est tout ça. Et c'est vu comme si c'était un défaut, alors que le réel défaut, c'est de vouloir imposer son autorité. Ça, c'est un défaut qui est grave. Donc, quelqu'un qui veut pas obéir, tout ça, c'est normal, c'est sa vie. Il a le droit de décider pour lui. Il y a rien qui est écrit nulle part où tu vas devoir obéir à quelqu'un. Tu sais, je peux comprendre que dans le cadre d'un travail, là, on veuille que le travail avance et tout, puis on peut travailler de manière concertée, mais pour moi, ça ne doit pas se faire là, vraiment de façon avec une obéissance, puis une désobéissance et tout ça. Je pense qu'il faut s'enlever de la tête là, qu'on doit obéir à qui que ce soit. Et il faut s'enlever de la tête que d'avoir un problème avec l'autorité est un problème. Je pense que le problème, c'est d'accepter l'autorité et de vouloir imposer l'autorité. Je ne pense pas que personne devra avoir une autorité sur quiconque. On va comprendre l'autorité parentale parce que les enfants n'ont pas le jugement, mais à partir du moment où tu es dans ta vie adulte, je pense que chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut et chacun pourrait n'a pas à être dicté ce qu'il a à faire dans sa vie par qui que ce soit. Tu sais, pour moi, quand on va vivre dans une société réellement libre et qui respecte les choix individuels des gens, quand le gouvernement va être au service des citoyens, comme c'est supposé être son rôle, et quand le gouvernement va s'effacer de la vie des gens plutôt que d'essayer de tout imposer, et là, on va en arriver à une vraie liberté. Et pas une liberté qu'on va avoir gagnée, c'est une liberté qui aurait toujours dû normal d'avoir. On n'aurait jamais dû perdre la liberté sur nos vies. Ça, pour moi, là, c'est en fait, même ça sort de partout dans la déprogrammation, c'est que la liberté individuelle doit être respectée à tout prix, Et tu pour moi. vois, Sylvain, souvent, les personnes qui sont ultra programmées,
quand elles entendent un discours comme le tien maintenant, elles vont te dire: «Oui, mais alors, si c'est ça, c'est l'anarchie». Pas Et du tout. moi, en tout cas, je l'ai remarqué clairement parce que j'ai eu le même discours que toi Ouais. et tu entends, de la part des personnes qui sont ultra dans le dogme, qui sont vraiment là, dans le stade a avancé, comme tu dis, peut-être même indécrottable, je ne sais pas. C'est ça. C'est vrai comme tu l'écris, donc je te cite, Sylvain, je reprends des phrases parce que c'est vraiment ça et quand j'ai lu cette partie de ton livre, ça m'a tellement parlé parce que, Ouais. heu, waouh, je me suis dit: «Ah, c'est bien, je me sens moins seule». Auriez-vous besoin d'une religion pour vous dire que voler, violer et tuer, c'est mal ou Mmh. ça irait de soi? En Ben, fait, c'est mmh. Ben, c'est ça, c'est qu'on dit que la religion, mettons, certaines religions ont certains bons dogmes ou des belles valeurs. Oui, je suis d'accord, mais elles ont repris des valeurs humaines fondamentales. si on est C'est sain dans sa tête, tu vois? Effectivement, il y a encore une autre phrase que tu nous dis, ça illustre tellement ça. Hem Dans votre monde, est-ce que les femmes auraient besoin de lutter pour être les égales des hommes? Ça aussi, c'est un combat, politique, qu'on voit encore. Alors tu sais qu'en Suisse, mmh, en pleine, histoire du Covid au printemps 2020, mmh, il y avait quand même des articles dans la presse qui, parlaient d'un scandale. Donc je ne sais plus qui avait fait un scandale parce qu'il y avait pas assez de noms de places, dans les rues avec des noms féminins par rapport aux noms masculins. oui. On est tollés comme ça dans les débats. Moi, je trouve ça absolument incroyable là, que, qu'il y ait, en fait, je trouve incroyable que le féminisme existe. Parce qu'il y a eu un besoin à un certain moment donné que le féminisme existe. Mais je comprends même pas parce que je veux dire, deux humains qui soient hommes, femmes, c'est égal à la base. Là. Tu sais, oui, on peut avoir certaines, mettons, un certain prérequis biologiques parfois qui vont guider certaines de nos actions et tout, et qui vont avoir des différences. C'est tant mieux. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils, mais c'est inconcevable qu'ils soient pas sur un pied d'égalité en tant qu'humain, un ou l'autre. Ça ne change absolument rien. Fait que pour moi, tout ce combat-là fait aucun sens. Mais ça, justement, ça fait partie de ce qu'on nous a inculqué et non pas de quelque chose d'inné. C'est pour ça qu'il y a eu à avoir des luttes à ce niveau-là, tout ça, qui aujourd'hui sont exacerbées de l'autre côté pour tuer l'homme maintenant. Avant, là, je veux dire, clairement, là, au niveau du mondialisme, les hommes sont plus dangereux que les femmes parce qu'ils ont tendance à des tendances peut-être plus violentes et plus rebelles. Donc, en tout cas, pas les mêmes actions rebelles, disons. Mais donc, on essaie de tuer l'homme beaucoup ou la masculinité pour que le féminin prenne le dessus, tout ça. Je pense, c'est pour une question de contrôle encore au niveau de la foule, au niveau des masses. Là. Donc, on l'exacerbe un peu trop maintenant, mais peu importe, c'est un combat qui ne devrait jamais avoir eu lieu. C'est égal et c'est tout. Et évidemment, si on nous avait rien inculqué de ça, la question ne se poserait même pas. Là. Mais ça fait partie pour moi des choses qu'on doit remettre en question, qu'on pense fondamentales, mais c'est un non-lieu. Là. Tu sais, ce qui est exceptionnel dans ton livre, Sylvain, c'est que c'est Mm. un medley, un mélange entre, tu parles de déprogrammation, mais moi qui l'ai lu et relu un peu sous toutes les coutures, Mm. c'est aussi un livre clairement sur l'ingénierie sociale, Ah oui, ben heu, oui. la subversion, parce que tu parles de plusieurs générations, Oui. donc là, on est clairement là-dedans Mm. et en même temps, on sent, parce que tu l'as écrit avant Guerre et mensonges, Mhm. il y a tout l'aspect, clairement économique qui est évoqué. C'est-à-dire que toi, tu prends le parti de dire: «Moi, je suis l'argent. Je suis l'argent» parce que c'est ça la vraie logique dans tout ça. C'est Oui, l'argent. oui, toujours. Tu nous dis dans le premier chapitre, donc Mm. sur la programmation, cette fois en 2 mots, Mhm. mmh, avant le 19e siècle, il n'y avait pas d'intérêt sur les prêts. Il était interdit de faire de l'argent avec de l'argent. Ouais. C'est fou, Ça, on hein, nous l'a quand il pense.
On n'apprend pas ça à l'école. Non, c'est ça. Et en fait, l'usure était un péché, là, était considéré comme un péché. Donc, évidemment, il y avait eu des problèmes avec les Médicis et autres familles bancaires en Europe. Mais c'est vraiment à partir justement de la Révolution américaine, à partir du moment, c'est en fait l'Empire des banques a commencé là où on a commencé à faire de l'argent sur de l'argent. Parce qu'avec l'argent, évidemment, on pouvait contrôler tout. L'argent, c'est le pouvoir depuis toujours parce que tu peux tout acheter. Tu peux acheter la fidélité des gens, tu peux acheter les compagnies, tu peux acheter tout ce qu'on contrôle. Et donc, contrôler l'argent est devenu synonyme de contrôler le monde en ce moment. Et c'est le plan que, dans le fond, les Illuminati avaient lancé à la fin du 18e siècle. Donc, on va contrôler l'économie des pays et on va pouvoir contrôler tout à partir de là. Donc, et c'est là que ça a commencé avec la réelle usure, mais l'usure vraiment pas drôle, là, où, dans le fond, ton argent ne t'appartient plus, mais une partie appartient à l'État et l'État va en faire ce qu'il veut. Et donc, les gens qui détiennent le pouvoir de l'argent détiennent le pouvoir réel et détiennent évidemment toute la classe politique qui sont les cerbères de cette plutocratie-là qu'on a instaurée à la fin du 19e siècle. Alors, j'ai une question justement, Sylvain, parce que les personnes qui regardent nos capsules des programmations n'ont peut-être pas vu Guerre et mensonge ou pas lu Guerre et mensonge. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement qui sont les vrais dirigeants? Parce que quand on débarque un peu dans tout ça, on peut dire bah, les dirigeants, c'est les élus Ouais. de ma région. Ouais. Ben, en fait, on va en parler un peu plus dans la prochaine capsule des vrais dirigeants. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les gouvernements obéissent à des gouvernements dans l'ombre, qu'on appelle. Et ces gouvernements dans l'ombre-là sont les réels décideurs. C'est ceux, en fait, qui transmettent les ordres entre les banques internationales, les grandes familles bancaires qui dirigent la planète et le gouvernement. C'est eux qui vont tout imposer. Donc, ça, c'est un autre gros chapitre là, dans lequel je pense qu'on devrait rentrer dans la prochaine capsule. Mais c'est certain que les gouvernements ne dirigent pas réellement les pays. Les gouvernements font ce qu'on leur dit de faire, transmettre. C'est une courroie de transmission entre les réelles autorités qui sont derrière et qui ne sont pas remises en question à tous les 4 ans à travers le système électoral. C'est un pouvoir qui est permanent à l'économie. Tu sais, c'est Amschel Mayer Rothschild qui avait dit donnez-moi le contrôle de l'argent d'une nation et je me fous de ses lois. Tu sais, ça résume tout. J'aimerais juste que tu nous fasses une parenthèse parce qu'il m'est revenu un épisode que tu mentionnes dans Guerre et mensonge, mais qui illustre bien là, ce qu'on vient d'évoquer. C'est la Première Guerre mondiale. On parle de l'argent, des dettes d'un pays, justement pour voir à quel point on peut être programmé, parce que ça, c'est quelque chose qu'on nous a jamais appris à l'école, justement. Est-ce que tu peux rappeler pour les personnes qui n'ont pas suivi, justement, ces capsules qu'on avait faites sur l'histoire? Ouais. Comment se fait-il que la Première Guerre mondiale ait commencé en 1914 alors qu'ils étaient prêts avant? Oui. Et quel est le lien avec la réserve fédérale, Federal Reserve aux États-Unis? Oui, ben en fait, ça a été le grand retour des banquiers européens qui ont remis la main sur l'économie américaine en 1914. En fait, ce qui est arrivé, c'est assez simple. C'est que la Première Guerre mondiale a été créée pour commencer l'endettement des gens vis-à-vis de l'État. Donc, bon, il y a une lettre qui est connue, semble-t-il, qui avait été écrite de Lord Rothschild à l'époque, qui était le plus gros banquier mondial, au Kaiser Wilhelm, qui était en tête de l'Allemagne à l'époque. Et c'est une lettre datée de 1911 parce que c'était une réponse, dans le fond, parce que Wilhelm disait que lui était prêt à lancer la Première Guerre mondiale. Donc, Lord Rothschild lui a dit « Ouais, ben nous, on n'est pas prêts encore. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années suivantes? Ben voilà, en 1913, on a lancé l'imposition sur les salaires aux États-Unis et au Canada aussi, et en France aussi. Je n'ai pas fait le tour de tous les pays, mais j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs
systèmes d'imposition qui ont été lancés à cette époque-là aussi. Donc, ce que ça voulait dire, c'est que maintenant, les gens devaient verser une partie de leur salaire de travailleurs à l'État. Et si on regarde en décembre 1913, donc la fin de cette année-là, on lançait la Federal Reserve. La Federal Reserve n'a rien de fédéral. Évidemment, c'est quelque chose qui est indépendant, qui est privé, qui est contrôlé par des actionnaires, dans le fond, qui sont des banques privées. Ce qui arrive, c'est que quand les États-Unis maintenant ont besoin d'argent pour justement aller en guerre, ben ils vont emprunter à la Federal Reserve qui, elle, va canaliser l'argent de paquets de petites banques, de grosses banques, là, mais privées. Et cet argent-là est de l'argent factice à 92% à l'époque. Là. Donc, ces banques-là vont prêter, allonger 8% du pognon, créer 92% à travers la Federal Reserve qui endette le pays pour l'armement pour la guerre. Et donc, après ça, à cause du système d'imposition, les gens doivent repayer ce fric-là. Et donc, c'est pour ça qu'en 1914, Lord Rothschild a dû dire à William, « Ah, ben là, on est prêt pour la Première Guerre mondiale. » Et ce qui est arrivé, c'est que la Première Guerre mondiale, au fond, a endetté les États-Unis de 25 milliards, ce qui était à l'époque 4 fois le PIB annuel. Donc, 25 milliards que les gens devaient repayer à travers leurs impôts. Et c'est ça que, quand tu diriges l'économie des pays, tu diriges tout. Et tu peux créer tout parce que quand tu as l'argent, tu peux non seulement t'acheter le gouvernement et acheter la politique, acheter les armes que tu vas vendre et faire détruire à travers la guerre, acheter et reconstruire les immeubles que tu vas détruire à travers la guerre, tout ça, mais tu contrôles l'appareil de A à Z au complet. Et il y a pas grand-chose à faire pour s'en sortir. C'est très compliqué. On le voit en ce moment, là, aujourd'hui, que ce système-là qui nous a été imposé, c'est difficile de sortir de ça. Rien n'est vain, parce que je pense que encore les gens ont un pouvoir, un poids démocratique qui est indétournable, mais qu'il faut absolument unir. Et c'est là la difficulté qu'on a en ce moment. Parce que, évidemment, quand tu ne contrôles pas les médias, c'est très compliqué de faire comprendre aux gens que ces gens-là te mentent à répétition pour que tu ne saches pas la vérité sur le monde dans lequel on vit. Oui, et puis toi qui es passé aussi de l'autre côté, on va dire, dans ce… Bon, maintenant tout le monde appelle ça le média mainstream, en tout cas les traditionnels, ceux qui ont les moyens, qui sont aussi donc du coup grassement aidés par les États. Oui. Tu sais bien que tout est mis en œuvre pour que ce soit sexy, glamour, les filles sont magnifiques, les mecs, et puis toutes ces distractions, le show, c'est entertainment. Hein? Oui, oui, c'est ça. On vit dans une société qui est largement factice. Et qui est créée, qui est une belle image. Et, je veux dire, juste l'image de la démocratie, tu sais, quand tu comprends vraiment comment ça fonctionne, c'est grotesque là, que les gens se pensent dans une démocratie. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, on le voit qu'on n'est pas dans des démocraties. On est aux prises avec des mesures qui sont prises par les gouvernements qui ont été élus. Aucune de ces mesures-là était sur le programme électoral là, quand ils se sont fait élire. Là. Et si ça avait été sur le programme électoral, les gens auraient ri d'eux. Il n'y a personne qui aurait voté pour eux. Il y avait aussi, je pense, des conseils scientifiques qui ne sont pas élus, qui prennent les décisions. Non? Absolument. Ben oui, ben évidemment, l'appareil, là, c'est une toile d'araignée là, sur la Terre que, dans le fond, les mondialistes ou les globalistes ça part des banques internationales et du pouvoir et des grandes familles, puis ça s'est étendu dans toutes les sphères de la société, puis c'est exactement ce qu'on appelle le deep state aux États-Unis. Tu sais, c'est des fonctionnaires qui sont dans tous les départements, dans des gens qui sont au Congrès, des sénateurs, des maires de ville, et tout le monde fonctionne dans la même toile, la même idéologie globaliste, mais qui n'a rien à voir avec les intérêts du peuple. Rien. Bon, Sylvain, on va quand même finir cette capsule du premier chapitre avec quelque chose de positif, parce que là… Ben, tout est positif. Tu sais, il y a des gens qui regardent nos vidéos en mangeant. On va quand même les aider à digérer. Parce que la prochaine fois, on va se voir pour le chapitre 2, ça s'appelle les 3 princes du pognon.
Eh ben là, on rentre dans le gouvernement dans l'ombre. Mais comment donne-nous une note d'espoir, Sylvain, quand, on commence, là, l'immersion dans la dépro, là. Ben, pour moi, la première note d'espoir est très générale, c'est que la connaissance va nous sortir de ça. Donc, de comprendre comment ça fonctionne, c'est extrêmement positif parce que si on arrivait à tous être comme ça, il n'y a plus rien qui pourrait faire tenir le 0,01% des gens qui nous contrôlent parce qu'on est 99,99% des gens qui ont intérêt à changer les choses. Donc, la connaissance, c'est super positif. Oui, et puis finalement, il n'y a pas besoin qu'on ait tout compris, hein. Il suffit d'une, d'une petite poignée de personnes finalement, parce qu'ils sont tellement peu en face. C'est vrai C'est qu'ils ont ça. des moyens énormes et Mm. on se rend compte vraiment quand on commence à allumer un peu la lumière, hein, Mhm. que, finalement, ce n'est pas par les armes, hein, qu'on arrive à manipuler les gens, à les tenir, mais c'est vraiment par, comme tu le dis justement, la fabrique du consentement. Toi, tu en parles, hein, tu parles de ces concepts-là et je me réjouis qu'on arrive dans les chapitres. On va vraiment, parler de Noam Chomsky, évidemment Edward Bernays, mais il y en a d'autres, hein, ce ne sont pas Ouais, les seuls. En tout cas, c'est vraiment des noms qui reviennent quand on s'intéresse à l'ingénierie ouais. sociale. Ouais. J'ai hâte de parler de Bernays parce que, dans le fond, Bernays, la plupart des gens ne se rendent pas compte que c'est probablement un des personnages les plus importants du 20e siècle. Et de loin, sur nos vies, là, l'impact que cette personne-là a eu, et presque personne ne le connaît. Bah oui, c'est comme tu là, c'est vraiment la mascotte du gouvernement dans l'ombre, hein, Oui, oui, et oui. vous verrez, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Mm, c'est vrai qu'il a fait des choses dingues qui nous impactent encore aujourd'hui et absolument. autant au niveau culturel, qu'au niveau individuel et toi, Ouais. comme tu décris Eddie, Oui, tu as Eddie. mourir de rire dans ton livre. Oui, je sais. Tu l'as pas Eddie. loupé, hein. Non, Eddie qui traite tout le monde d'idiot en plus dans son entourage. Il avait raison. Bon, Sylvain, est-ce que selon toi, on a tout dit sur, le 1er chapitre ou il manque encore des choses? Non, je pense on a fait le tour. Je pense que d'abord de comprendre le système politique, pour moi, c'est vraiment important. Le système politique, mais surtout ce qu'il préserve et ce dont il fait la promotion, je pense que c'est la première chose à comprendre. Mm. C'est vrai que, j'ai parlé de trilogie au début de cette capsule. Toi, tu as parlé de climat, hein, pendant cette Mhm. vidéo. Mhm. Effectivement, bon, je peux quand même le dire, Sylvain, hein, le 3e livre de la trilogie, il va traiter aussi du climat, pas que. Oui. Il va aller vraiment en profondeur parce que tu en parles, déjà un petit peu dans la déprogrammation. Ensuite, tu en parles clairement, il y a un chapitre et vous pouvez aller la voir la vidéo sur, la crise climatique, de Guerre et mensonges. Mhm. D'ailleurs, maintenant qu'on avance de plus en plus dans la déprogrammation, je me rends compte qu'on peut tout à fait lire d'abord Guerre et mensonges et après la déprogrammation. C'est Oui. c'est même pas plus mal finalement parce que, Mm. déjà de faire un tour sur l'histoire et de commencer depuis fort longtemps alors qu'il y avait pas justement internet, parce que dans la déprogrammation, tu parles beaucoup d'internet, Ouais. heu, reset aussi, mais pas dans le sens du World Economic Forum, mais de Ouais. reset Ouais. de soi-même. Ouais. Ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est d'où le petit A commercial, dans le fond, sur le titre. Pour moi, c'est important parce que si le contrôle médiatique traditionnel des journaux et de la télévision, euh, tout le consentement est passé par ça, là, tous les psyops sont passés par ça, ben, l'arrivée d'Internet avec sa non-censure et au début nous permettait de facilement se déprogrammer parce qu'on avait accès à de l'information qui était plus contrôlée, là, en fait. Donc, c'est pour ça que Internet est encore aujourd'hui le meilleur instrument pour se déprogrammer, bien que ça devienne de plus en plus difficile parce qu'on censure de plus en plus, parce qu'ils comprennent que les médias mainstream sont tous en train de mourir, autant la télévision que les journaux, là. Oui, et puis il y a des moteurs de recherche, on vous donnera quelques Mhm. conseils. Vous Mhm. pouvez choisir, hein, c'est vrai qu'il y a pas que, toujours ceux qu'on connaît, Mhm. enfin bref. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, si tu es d'accord, Sylvain? Ben oui, 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 oui. On se retrouve, dans très peu de temps. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo ci-dessous, que ce soit pour Guerre et mensonges, que ce soit pour bientôt avoir les précommandes de la déprogrammation qui va sortir.
Donc, le Québec du côté de chez Sylvain et puis l'Europe du côté de chez Emma. En tout cas, tout devrait être très clair dans le descriptif. Comme d'hab, on attend vos commentaires. N'hésitez pas et surtout partagez cette vidéo parce que celle-ci, la déprogrammation, c'est vraiment d'utilité publique maintenant. Il est temps de réunir les troupes. Oui, c'est ça. Merci Sylvain. Hey, merci, à bientôt avec les 3 pinces du pognon. Ouais, et tes chiens n'ont pas aboyé. Hein. Aujourd'hui, ça a été calme. Super tranquille. Yes. Pas d'interférence mammifère. Prépare le serre-tête pour la semaine prochaine. Ah, c'est terrible, là. Je trouve ça dingue qu'il n'y ait personne dans ta région. Même moi, j'avais trouvé quand même quelqu'un pour faire mes cheveux. Ben, Pascal, il fait quoi lui, avec un bol à spaghetti? C'est ouvert les coiffeurs chez nous. Pour vrai? C'est essentiel. Oui, mais ici, c'est pas essentiel. En tout cas, pour les capsules, ça va finir par devenir essentiel. On me verra plus. Là. Garde ta tiens chaud aux oreilles. Bienvenue à la déprogrammation. Non, c'est pas possible tes cheveux. C'est quoi ton petit problème? Pourquoi qu'il n'y a pas de coiffeur d'ouvert? Ils ont des virus? C'est la tronche à Sylvain. T'as vraiment pas d'ego, en fait. C'est ça. C'est quoi, l'ego, tu dis? L'orgueil? François Legault. Attends, reste comme ça. Chanteur d'Indochine, là. Oh, 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 on le retient sur les champs de blé. Que belle, oh, que belle. C'est toujours le plus beau, Sylvain, tu sais. Non, mais on va trouver une solution. On va lancer une annonce pour une coiffeuse. Promis. Ah, peut-être que quelqu'un va pouvoir m'aider à un moment donné. En parlant de programmation, c'est quand que tu arrêtes d'utiliser le micro-ondes? Caro a pas de micro-ondes. Bien sûr! Caro a pas de micro-ondes, puis là, je bois du café froid à cause de ça. Oui, mais après genre 1 heure, elle arrête de chauffer, mais moi, j'ai pas fini le pot, là. Faudrait que je le remette dans un chaudron. Ben, ça m'énerve parce que moi, normalement, j'en verse, puis je le mets un peu au micro-ondes, puis il est chaud, là. Ah, mais pourquoi tu mets pas ça dans un thermos? Ah, parce que je suis paresseux. Écoute, j'ai 57 ans, j'ai pas un cheveu gris, je suis jamais malade. Je suis comme le meilleur exemple comme quoi le micro-ondes ne fait absolument rien parce que je m'en sers à longueur de journée. Non, mais c'est à 58 qu'il faut plus prendre les micro-ondes. Bon, tu vois, là, je viens d'entendre la cafetière qui vient d'arrêter le réchaud, là. Parce qu'elle m'avertit. Ce qu'elle dit, dans le fond, là, dans ses 3 bips, c'est « T'as pas de micro-ondes, connard! Prends ton café tout de suite pendant qu'il est chaud! »